Bienvenue dans cette introduction au droit. Nous allons explorer les concepts fondamentaux qui régissent notre société et organisent nos rapports sociaux. Le droit constitue le fondement de toute société organisée. Il établit un cadre de règles qui permettent aux individus et aux institutions de coexister harmonieusement. Le droit définit ce qui est légal ou illégal, servant de cadre pour la conduite et les interactions au sein d'une société. Il établit une frontière claire entre ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Le droit se compose de deux éléments fondamentaux. Le droit positif représente l'ensemble des lois en vigueur dans un État donné, créées par les institutions humaines. Le droit naturel englobe les principes de justice universelle, antérieurs aux lois écrites et fondés sur la nature humaine. Le système juridique s'organise de manière hiérarchique pour assurer l'application effective du droit. Cette structure permet une interprétation cohérente des lois à tous les niveaux de la société. En conclusion, le droit constitue le fondement même de notre société. Il organise la vie sociale, régule nos rapports mutuels et assure un équilibre entre ordre et justice. Cette introduction nous prépare à explorer plus profondément les concepts de justice et d'équité. Le droit remplit plusieurs fonctions essentielles dans toute société organisée. Ces fonctions constituent les piliers sur lesquels repose l'ordre social et la coexistence pacifique des individus. La première fonction fondamentale du droit est l'organisation de la société. Le droit établit les structures politiques et civiles qui permettent le fonctionnement harmonieux des institutions. Cette hiérarchie sociale, comme celle de la Rome antique, illustre comment le droit structure la société en définissant les rôles, les responsabilités et les relations entre différents groupes sociaux. La deuxième fonction cruciale du droit est la garantie de la sécurité. Le droit prévient la violence en établissant des règles claires et en sanctionnant leur violation. Le droit intervient comme médiateur, transformant les conflits potentiels en procédures légales ordonnées et en solutions pacifiques. La troisième fonction fondamentale du droit est la protection des libertés individuelles et collectives. Le droit doit maintenir un équilibre délicat entre l'ordre social et les droits des individus. Cette balance symbolise parfaitement l'équilibre que le droit doit maintenir entre la liberté individuelle et l'ordre collectif. Ni l'anarchie ni l'autoritarisme ne peuvent garantir une société juste. En synthèse, ces trois fonctions du droit sont interdépendantes et complémentaires. Elles forment un système cohérent qui permet à la société de fonctionner de manière ordonnée tout en préservant les droits et libertés de chacun. La justice est un concept fondamental qui traverse toute l'histoire de la philosophie et du droit. Mais que signifie réellement ce terme si familier? La justice se définit selon une dualité fondamentale. Elle possède en effet une double nature qui nous permet de mieux comprendre sa complexité. D'une part, la justice représente un idéal moral et philosophique. D'autre part, elle constitue une institution concrète dans nos sociétés. Comme idéal moral et philosophique, la justice représente ce qui est juste, équitable et conforme à la dignité humaine. C'est une aspiration vers un monde plus équitable. Comme institution, la justice comprend l'ensemble des tribunaux chargés de dire le droit et d'appliquer la loi. C'est le mécanisme concret qui permet de faire respecter l'équité. Ces deux dimensions de la justice sont complémentaires. L'aspiration à l'équité guide le mécanisme institutionnel, tandis que l'institution donne une forme concrète à l'idéal de justice. Ainsi, la justice englobe à la fois une aspiration morale vers l'équité et un mécanisme institutionnel pour la réaliser. Cette dualité est au cœur de toute réflexion sur la justice. Dans un état de droit, la justice semble avoir une définition claire. Elle consiste à appliquer la loi. Mais cette vision simpliste résiste-t-elle à l'examen des faits historiques? Selon cette conception, dans un état de droit, la justice consiste simplement à appliquer la loi. Le juge a pour mission de déterminer ce qui est conforme au droit positif, aux règles établies par l'autorité compétente. Cependant, l'histoire nous confronte à des exemples troublants qui remettent en question cette vision simpliste. Des lois parfaitement légales se sont révélées profondément injustes.
Prenons l'exemple des lois ségrégationnistes aux États-Unis. Les lois Jim Crow étaient parfaitement légales, établies par les autorités compétentes. Elles institutionnalisaient la séparation raciale sous le principe fallacieux du séparés mais égaux. De même, l'apartheid en Afrique du Sud constituait un système légal complet de discrimination raciale. Ces lois étaient votées par le Parlement, appliquées par les tribunaux, mais elles institutionnalisaient une oppression manifeste. Les lois antisémites du régime de Vichy offrent un autre exemple saisissant. Le statut des Juifs était un texte légal qui excluait une partie de la population française de ses droits fondamentaux, participant à la machine d'oppression nazie. Ces exemples historiques révèlent un dilemme moral fondamental. Ce qui est légal n'est pas nécessairement juste. La conformité au droit positif ne garantit pas la justice morale. Cette distinction soulève une question cruciale. Suffit-il d'obéir à la loi pour être juste? L'histoire nous montre que non. La justice ne peut se réduire à la simple application du droit quand celui-ci peut lui-même être injuste. La désobéissance civile représente un concept fondamental dans la réflexion sur la justice et le droit. Deux figures historiques majeures ont développé cette notion, Henry David Thoreau et Mahatma Gandhi. Henry David Thoreau, philosophe américain du XIXe siècle, est considéré comme le père de la désobéissance civile moderne. En 1849, dans son célèbre essai, il affirme que si la loi est injuste, notre devoir moral est de ne pas lui obéir. Thoreau développe sa théorie après avoir refusé de payer ses impôts en protestation contre l'esclavage et la guerre du Mexique. Il passe une nuit en prison, expérience qui nourrit sa réflexion sur la résistance individuelle face à l'injustice institutionnelle. Les idées de Thoreau traversent l'océan et inspirent profondément un jeune avocat indien qui deviendra l'une des figures les plus importantes de l'histoire moderne, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi transforme les idées de Thoreau en un mouvement de masse. Il développe la désobéissance civile comme une méthode de résistance pacifique aux lois injustes, toujours au nom d'une justice supérieure, qu'elle soit morale ou naturelle. La désobéissance civile, selon Gandhi, repose sur plusieurs éléments interconnectés: la protestation, l'unité communautaire, le rejet de la violence et la construction d'une alternative sociale basée sur la justice. Gandhi met en pratique ces principes lors de nombreuses campagnes, notamment la marche du sel en 1930, où il défie pacifiquement le monopole britannique sur le sel, mobilisant des millions d'Indiens dans un acte de désobéissance collective. Gandhi accepte systématiquement les conséquences de ses actes, y compris l'emprisonnement. Cette acceptation des sanctions légales distingue la désobéissance civile de la simple rébellion. Elle respecte l'autorité de la loi tout en contestant son contenu injuste. Les principes éthiques supérieurs qui justifient la désobéissance civile, selon Thoreau et Gandhi, transcendent le droit positif. Ils font appel à la conscience morale individuelle et aux valeurs universelles de justice et de dignité humaine. Thoreau et Gandhi établissent ainsi les fondements éthiques de la désobéissance civile. La primauté de la conscience morale, la référence à une justice naturelle transcendante, l'usage exclusif de moyens pacifiques et l'acceptation responsable des conséquences légales. Leur héritage inspire les grands mouvements de droit civique du XXe siècle, démontrant que la désobéissance civile constitue un pont nécessaire entre le droit tel qu'il est et la justice telle qu'elle devrait être. Le positivisme juridique représente une approche fondamentale du droit qui rompt avec l'idée d'un droit naturel. Cette théorie, développée par des penseurs comme Thomas Hobbes et Hans Kelsen, soutient que le droit ne dérive pas d'une morale naturelle universelle. Selon cette conception, le droit est un ensemble de règles formelles qui tirent leur validité soit d'une autorité souveraine, soit d'un système juridique autonome, indépendamment de toute considération éthique ou morale. Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle, est l'un des précurseurs du positivisme juridique. Dans son œuvre majeure, Le Léviathan, il développe une théorie contractualiste où le droit émane exclusivement de l'autorité souveraine. Pour Hobbes, dans l'état de nature, les hommes vivent dans une guerre de tout contre tous. Pour échapper à cette condition, ils concluent un contrat social et transfèrent leur pouvoir à un souverain absolu.
Ce souverain devient alors la source unique du droit. Hans Kelsen, juriste autrichien du XXe siècle, développe une approche différente mais également positiviste. Sa théorie pure du droit propose une conception purement formelle et hiérarchique du système juridique. Kelsen conçoit le droit comme un système autonome et hiérarchisé de normes. Chaque norme tire sa validité d'une norme supérieure jusqu'à la norme fondamentale hypothétique qui fonde tout l'édifice juridique. Cette carte conceptuelle illustre les principes fondamentaux du positivisme juridique. Elle montre comment cette théorie rejette l'idée que Dieu ou la morale soit essentielle à un système juridique, privilégiant instead les lois imposées par l'homme sur la société. Les implications du positivisme juridique sont profondes. Dans cette perspective, la justice se définit uniquement comme la conformité à la loi en vigueur, quelles qu'en soient les valeurs morales sous-jacentes. Cette approche contraste radicalement avec les théories du droit naturel. Pour les positivistes, une loi peut être moralement condamnable tout en restant juridiquement valide, car sa validité ne dépend que de sa conformité aux procédures formelles d'adoption. La relation entre justice et égalité soulève une question fondamentale. Faut-il traiter tous les individus de manière identique ou adapter le traitement selon leurs différences? Cette distinction nous amène à explorer deux conceptions de la justice. La justice arithmétique repose sur le principe d'égalité stricte. Elle prône un traitement identique pour tous les individus, sans distinction de leur situation particulière. Cette conception applique les mêmes règles à chacun, comme l'illustre le principe démocratique « un homme, une voix ». Cependant, comme le montre cette illustration, l'égalité de traitement ne garantit pas nécessairement l'égalité des résultats. Donner la même chose à chacun peut maintenir ou même accentuer les inégalités existantes. La justice proportionnelle, en revanche, tient compte des différences entre les individus. Elle adapte le traitement selon le mérite, les besoins ou les circonstances particulières de chacun. Cette approche suit le principe « à chacun selon ses besoins » ou « à chacun selon son mérite ». L'égalité proportionnelle reconnaît que les individus ont des situations différentes et que la justice peut exiger un traitement différencié pour atteindre un résultat équitable. Cette illustration classique montre la progression de l'égalité vers la justice. L'égalité donne les mêmes moyens à tous, mais ne résout pas les inégalités structurelles. L'équité adapte les moyens aux besoins individuels. La justice, elle, s'attaque aux causes profondes des inégalités. En synthèse, la justice arithmétique privilégie l'égalité formelle et la simplicité d'application, mais peut conduire à des injustices matérielles. La justice proportionnelle vise l'équité réelle en s'adaptant aux différences, mais sa mise en œuvre est plus complexe. Ces deux conceptions ne s'opposent pas nécessairement. Elles répondent à des situations et des valeurs différentes. La tension entre ces deux conceptions de la justice continue d'alimenter les débats contemporains sur l'égalité des chances, la redistribution et les politiques publiques. Selon Aristote, l'équité, appelée epieikeia en grec ancien, représente un concept fondamental qui permet de corriger la loi générale pour l'adapter au cas particulier. L'équité intervient lorsque l'application stricte d'une loi générale risque de produire une injustice dans un cas particulier. Elle permet au juge de nuancer son jugement. Prenons un exemple concret. Un juge face à une loi qui prévoit une sanction fixe. Si cette sanction semble disproportionnée compte tenu des circonstances particulières de l'affaire, l'équité lui permet de l'atténuer. Ainsi, l'équité aristotélicienne ne s'oppose pas à la loi, mais la complète. Elle permet de tenir compte des spécificités de chaque situation pour éviter que la justice ne devienne une injustice par son application trop rigide. Cette conception aristotélicienne de l'équité reste fondamentale dans notre compréhension moderne de la justice, permettant d'humaniser l'application du droit. John Rawls révolutionne la philosophie politique en 1971 avec sa théorie de la justice, proposant une approche contractualiste moderne qui redéfinit notre compréhension de l'équité sociale. John Rawls, philosophe américain né en 1921, développe une théorie qui cherche à concilier liberté individuelle et justice sociale. Son œuvre majeure,
établit les fondements d'une société juste à travers deux principes fondamentaux. La théorie rawlsienne repose sur deux principes hiérarchisés. Le premier principe établit que chaque personne a droit à un ensemble le plus étendu possible de libertés fondamentales, compatible avec un système similaire de liberté pour tous. Le second principe, appelé principe de différence, stipule que les inégalités sociales et économiques ne sont justifiées que si elles procurent le plus grand bénéfice aux membres les plus défavorisés de la société. Pour garantir l'impartialité de ces principes, Rawls introduit le concept révolutionnaire du voile d'ignorance. Dans la position originelle, les individus choisissent les principes de justice sans connaître leur place future dans la société. Cette méthode garantit que les principes choisis seront équitables car personne ne peut favoriser sa propre situation. Le voile d'ignorance assure ainsi une perspective impartiale et rationnelle dans la construction de la justice sociale. La théorie rawlsienne révolutionne ainsi la pensée politique en proposant une méthode rigoureuse pour déterminer les principes d'une société juste, combinant liberté individuelle et préoccupation pour les plus vulnérables à travers une approche contractualiste innovante. Amartya Sen, prix Nobel d'économie, propose une approche révolutionnaire de la justice qui se distingue radicalement des théories abstraites traditionnelles. Né en 1933 au Bengale, Amartya Sen développe une critique fondamentale des approches purement théoriques de la justice, notamment celle de John Rawls. Sans critique les théories de la justice, qui se concentrent uniquement sur les institutions justes ou les principes abstraits, sans considérer les résultats concrets dans la vie des individus. Sen propose l'approche par les capacités, qui met l'accent sur ce que les individus peuvent effectivement faire et être, plutôt que sur ce qu'ils possèdent ou sur des principes abstraits. Cette approche vise l'épanouissement humain authentique, en donnant aux individus les moyens réels de réaliser leur potentiel et de vivre dignement selon leurs propres valeurs. Sen transforme ainsi notre compréhension de la justice. Plutôt que de chercher la société parfaitement juste, il faut éliminer les injustices manifestes et permettre à chaque individu de développer ses capacités selon ses propres aspirations. La justice ne peut être comprise qu'en reconnaissant sa nature multidimensionnelle. Elle transcende les frontières disciplinaires pour s'ancrer dans trois domaines fondamentaux qui s'entremêlent et se nourrissent mutuellement. Au centre de cette réflexion se trouve le concept de justice lui-même, qui se déploie selon trois dimensions essentielles et interconnectées. La dimension juridique de la justice concerne l'application concrète du droit. Elle se manifeste à travers le fonctionnement des tribunaux, l'application des lois et la garantie des procédures équitables. Cette dimension assure la mise en œuvre pratique des règles de droit dans la société. La dimension morale élève la justice au rang d'idéal éthique. Elle interroge ce qui est juste au-delà de ce qui est légal, cherchant à promouvoir la dignité humaine et l'équité. Cette dimension permet de critiquer les lois injustes et d'aspirer à un ordre social plus juste. La dimension politique de la justice concerne l'organisation de la société et la légitimité du pouvoir. Elle questionne comment les institutions doivent être structurées, comment les ressources doivent être distribuées et comment assurer une participation équitable de tous les citoyens. Ces trois dimensions ne sont pas isolées, mais entretiennent des relations complexes et parfois tendues. La justice interroge constamment la relation entre la loi et la morale, entre l'égalité formelle et l'équité substantielle, ainsi qu'entre la légalité des actes et la légitimité des institutions. La justice apparaît ainsi comme un concept fondamentalement multidimensionnel qui nécessite une approche intégrée. Comprendre la justice, c'est saisir les interactions dynamiques entre ces dimensions juridiques, morales et politiques, et reconnaître que chacune enrichit et questionne les autres dans une dialectique permanente. La réflexion sur la justice ne s'arrête pas aux définitions théoriques. Elle ouvre vers de multiples domaines de la philosophie et soulève des questions cruciales pour notre époque contemporaine. Penser la justice, c'est nécessairement s'interroger sur la morale, l'État, la résistance à l'oppression et les grands défis de notre temps. Examinons ces différentes implications.
D'abord, la justice nous conduit vers la morale et la notion de devoir kantien. Elle nous amène aussi à questionner l'État. D'où vient sa légitimité? Sur quoi fonde-t-il son autorité? La justice soulève également la question de la désobéissance civile. Quand est-il légitime de résister à des lois injustes? Enfin, elle nous confronte aux grands défis contemporains de notre époque. La désobéissance civile illustre parfaitement cette ouverture de la justice. Comme le montre cette manifestation contre la poll tax, résister à des lois injustes peut devenir un impératif moral. La justice d'aujourd'hui doit répondre à 3 défis majeurs de notre époque contemporaine. Premier défi, la justice sociale. Elle vise à garantir l'accès équitable aux ressources, la participation de tous et le respect de la diversité. Deuxième défi, la justice climatique. Elle exige une transformation profonde de nos systèmes pour répartir équitablement les coûts et bénéfices de la transition écologique. Troisième défi, la justice internationale. Incarnée par des institutions comme la Cour internationale de justice, elle vise à faire respecter les droits humains universels. Ainsi, la justice n'est pas un concept figé. Elle évolue, s'enrichit et se transforme face aux nouveaux défis. Elle reste au cœur de toutes nos réflexions sur le vivre ensemble. Pour comprendre pleinement les enjeux juridiques et éthiques, il est essentiel de maîtriser 4 distinctions fondamentales qui structurent notre réflexion sur le droit et la justice. La première distinction oppose le droit positif au droit naturel. Le droit positif désigne l'ensemble des règles juridiques effectivement en vigueur dans un État donné, élaborées par le législateur et variables selon les pays. Le droit naturel, en revanche, renvoie à des principes de justice considérés comme universels et antérieurs aux lois écrites, reconnus par la raison humaine et fondés sur la légitimité morale plutôt que sur la simple légalité. Ce diagramme illustre parfaitement cette opposition fondamentale et montre comment ces 2 conceptions du droit s'inspirent et se critiquent mutuellement dans la réflexion juridique. La seconde distinction oppose la justice légale à la justice morale. La justice légale consiste en l'application stricte de la loi en vigueur, garantissant l'égalité de traitement et la prévisibilité juridique. La justice morale, elle, vise la conformité aux principes éthiques fondamentaux, privilégiant l'équité substantielle, le respect de la dignité humaine et la recherche du bien commun, même si cela peut parfois entrer en tension avec la lettre de la loi. Ces distinctions sont cruciales pour analyser les situations complexes et les dilemmes éthiques. Elles permettent de comprendre pourquoi une loi peut être légale, mais moralement contestable, ou pourquoi un acte illégal peut parfois être moralement justifié. Maîtriser ces distinctions permet aux juristes, aux citoyens et aux décideurs politiques de mieux cerner les enjeux liés à l'application de la loi et à la recherche de la justice dans nos sociétés démocratiques. La justice ne peut être comprise sans examiner ses liens profonds avec la morale et la notion de devoir. Ces 3 concepts forment un triangle fondamental de l'éthique sociale. La morale constitue l'ensemble des principes éthiques qui orientent notre conduite. Elle nous aide à distinguer le bien du mal et à faire des choix conformes à nos valeurs. Le devoir, quant à lui, représente nos obligations morales envers les autres et envers la société. Il nous impose des responsabilités que nous devons assumer, même lorsque cela peut aller à l'encontre de nos intérêts immédiats. La justice émerge précisément de cette synthèse entre morale et devoir. Elle représente l'application concrète de nos principes éthiques à travers l'accomplissement de nos obligations sociales. Ces obligations morales se manifestent concrètement dans notre vie quotidienne. Respecter la dignité d'autrui, tenir nos promesses, protéger les plus vulnérables et contribuer au bien commun sont autant d'expressions de cette synthèse entre morale et devoir. Cette interconnexion révèle que la justice ne peut exister sans une base morale solide et sans l'acceptation de nos devoirs envers autrui. Ces 3 concepts se nourrissent mutuellement pour former le fondement de toute société éthique. Ainsi, comprendre la justice implique nécessairement de saisir comment nos principes moraux se traduisent en devoirs concrets, créant un système cohérent d'obligations qui structure notre vie en société.
La réflexion sur la justice nous conduit naturellement à interroger l'État lui-même. Pourquoi l'État existe-t-il? Sur quoi repose sa légitimité? Et comment garantit-il la justice pour tous les citoyens? L'État et la justice sont intimement liés. C'est l'État qui est chargé de garantir la justice et de faire respecter le droit dans la société. Sans État, il n'y aurait pas d'institution capable d'assurer l'ordre juridique et la protection des droits. Le fondement de l'État repose sur la théorie du contrat social. Selon les philosophes comme Hobbes, Locke et Rousseau, les individus abandonnent une partie de leur liberté naturelle pour créer un État qui les protège et organise la vie en société. La légitimité de l'État ne se confond pas avec sa légalité. Selon Max Weber, l'État détient le monopole de la violence légitime. Cette légitimité repose sur trois fondements: la tradition, le charisme du dirigeant ou la rationalité légale. L'État légitime est celui qui remplit sa mission fondamentale: garantir la justice et protéger les droits de tous les citoyens. Cette protection s'exerce à travers les institutions judiciaires, les forces de l'ordre et le système juridique. L'État organise la hiérarchie des normes juridiques. Les lois fédérales priment sur les lois locales et toutes doivent respecter la Constitution. Cette organisation garantit la cohérence du système juridique et l'égalité devant la loi. En conclusion, la légitimité de l'État repose sur sa capacité à assurer la justice et à protéger les droits de tous les citoyens. Un État n'est légitime que s'il remplit cette mission fondamentale avec équité et dans le respect de la dignité humaine. Les défis contemporains de la justice révèlent la complexité des enjeux actuels. La justice sociale, climatique et internationale constituent trois dimensions interconnectées qui redéfinissent notre compréhension de l'équité dans un monde globalisé. La justice sociale concerne la répartition équitable des ressources, des opportunités et des droits dans la société. Elle interroge les inégalités économiques croissantes et l'accès différencié aux services essentiels comme l'éducation, la santé et le logement. Cette carte mondiale illustre les disparités de richesse. Si la richesse était distribuée équitablement au niveau national puis mondial, nous observerions des transformations radicales, particulièrement en Afrique et en Asie, révélant l'ampleur des inégalités actuelles. La justice climatique reconnaît que les effets du changement climatique ne sont pas uniformément répartis. Les populations les plus pauvres et les plus vulnérables subissent de manière disproportionnée les conséquences d'un problème qu'elles ont le moins contribué à créer. Cette carte révèle les pertes de PIB dues au réchauffement climatique entre 1960 et 2017. Les pays en développement, notamment en Afrique et en Asie, subissent les pertes les plus importantes, illustrant l'injustice climatique fondamentale. La justice climatique transformative propose des approches systémiques qui intègrent les dimensions procédurales, distributives et de reconnaissance, dépassant les simples mesures d'adaptation pour repenser fondamentalement nos systèmes économiques et sociaux. La justice internationale traite des défis qui transcendent les frontières nationales. Elle implique la création d'institutions supranationales capables de faire respecter le droit international et de protéger les droits humains universels. La Journée mondiale de la justice internationale symbolise cette aspiration à un ordre juridique global. La balance de la justice devant le globe terrestre représente l'idéal d'une justice qui transcende les particularismes nationaux pour embrasser l'humanité entière. Ces trois dimensions de la justice contemporaine sont profondément interconnectées. Les inégalités sociales influencent la vulnérabilité climatique, tandis que les défis environnementaux nécessitent une coopération internationale sans précédent. Les défis contemporains de la justice nous confrontent à la nécessité de repenser nos cadres conceptuels et institutionnels. Face à l'urgence climatique, aux inégalités croissantes et aux crises transnationales, l'avenir de la justice réside dans sa capacité à être transformative, inclusive et véritablement globale.